Bonjour Nathalie, Bonjour Jean-François. merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial. On va parler des punitions notamment. Mais avant cela, je souhaiterais que tu te présentes. Alors, je suis Nathalie Reinhardt. J'ai depuis 20 ans, je nage avec bonheur dans l'approche Gordon que j'ai apprise en suivant il y a 20 ans un atelier pour les parents et que je transmets depuis au sein des ateliers Gordon aussi au sein de Gordon Crossings pour plein de publics différents. D'accord. Gordon, de qui s'agit-il? Alors, Thomas Gordon est un psychologue américain du courant des psychologues humanistes. Et c'est le premier à avoir créé une approche de communication, à avoir formalisé une approche de communication pour les parents, en se disant que tout ce qu'il avait appris en formation de psychologue et qui marchait si bien dans ses consultations, il n'y avait pas de raison qu'il les garde pour lui, et en particulier l'écoute. Donc il a créé une approche, une méthode, on peut dire, de communication qui est super aidante. Et c'est parce que je l'ai découverte et que je me suis dit, mais mon Dieu, ça m'aide chaque seconde de ma vie. Il faut absolument que je puisse transmettre ça. C'est ça Oui. qui m'a vraiment donné envie de transmettre. Il Tu a parles de écrit l'écoute beaucoup de active. livres. Je parle de l'écoute active, bien sûr. Donc c'est vraiment le premier à avoir vulgarisé l'écoute pour les parents dans son premier bouquin qui s'appelle Parents efficaces, qui vient d'être publié d'ailleurs. Et puis après, il est venu ajouter d'autres outils qui sont indispensables parce que l'écoute c'est extraordinairement puissant, on le sait, et ça ne suffit pas toujours. Bien entendu, il y a des fois où il faut poser un cadre, c'est notre job de parent, et donc il a inventé le message jeu, il a aussi inventé la résolution de conflits sans perdant et plein d'autres outils qui nous aident au jour le jour, quelles que soient les situations, à savoir, waouh, quel serait le meilleur moyen pour que je puisse communiquer avec mon enfant dans ce contexte-là, dans ces moments-là. Et même si j'y arrive pas à chaud, toujours j'ai un moyen de savoir qu'est-ce qui aurait été plus intelligent de faire, plus efficace de faire à ce moment-là, et ça me permet de progresser petit à petit. Oui. Alors, notamment, il a écrit Éduquer sans punir. Et c'est un peu le Oui, sujet du jour. Et exact. justement, alors, et voilà, exactement, éduquer sans punir. Éduquer sans punir, mais pourquoi ferions-nous cela? Alors que les punitions semblent si efficaces sur l'instant. Oui. Alors, pourquoi ferions cela? Alors, d'abord, lui, il a écrit ce bouquin, c'était un cri du cœur. Il faut le savoir quand il a écrit ce livre, parce que ça faisait 20 ans qu'il transmettait son approche de communication et qu'il voyait l'impact extraordinaire que ça avait sur les enfants, dans les écoles, etc. Et puis tout d'un coup, il y a eu un espèce de courant aux États-Unis très fort pour revenir à la punition, au châtiment corporel, Hmm. etc. Et donc là, il n'a pas pu faire autrement que de reprendre sa plume, il a réécrit ce livre. Donc éduquer sans punir, c'est le résultat de ça. Alors pourquoi éduquer sans punir? Eh bien parce que les punitions, c'est pas efficace. C'est très simple. Les punitions, c'est pas efficace et surtout, ça met l'enfant dans un état de dépendance. Ça lui empêche de développer son autodiscipline. On se met dans une posture de, de parent disciplinant l'enfant, donc dans une posture de dépendance. Et donc, c'est pas du tout efficace. Alors, Même pourquoi si on le sait, hein. faisons-nous? Ouais. Alors pourquoi le faisons-nous? Mais ça, c'est très Pourquoi important de. faisons-nous cela? Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on punit? On punit parce que souvent, on est poussé à bout, on se sent à bout, alors on est poussé. On se sent à bout, pour être plus exact, parce que l'enfant a eu un comportement vraiment très inacceptable, ou parce que il répète un comportement qui était un petit peu inacceptable, et du coup, la cocotte minute debout, et le plus souvent, quand même, la punition arrive à un moment où on se sent démuni en tant que parent, on se sent impuissant, on ne sait plus quoi faire, et du coup, on en vient à des décisions pour discipliner l'enfant, pour lui faire comprendre des choses qui sont le plus souvent voilà, non contrôlées, euh, parfois contrôlées et pensées, hein, mais le plus souvent non contrôlées. Donc ça nous montre avant tout qu'on est démunis et c'est ok. Je veux dire, bienvenue dans le monde des parents. Je veux dire, c'est complexe hein, d'être démuni. C'est très complexe d'être parent. C'est très courant qu'on se sente démuni. Moi, ça fait 20 ans et je suis super outillée que je suis contente d'être outillée et je continue à me sentir démunie régulièrement. Donc c'est normal. Le job de parent, c'est un des plus beaux jobs qui soit et c'est super complexe. Hmm. Et donc l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait autrement quand on est démuni. Est-ce que tu dirais que les punitions
ne sont pas forcément une méthode pour développer le lien, pour permettre d'avoir un lien de confiance entre les parents et les enfants, et vont plutôt, alors là, je te donne la réponse dans la question quasiment, mais je vais quand même te demander ton avis, c'est par rapport au fait que ça entretient les rapports de domination, si on veut, et ça déséquilibre la relation entre les uns et les autres. Qui plus est, les adultes eux-mêmes n'aiment pas être punis, et pourtant, bah, comme on le disait, on peut être dans ce réflexe de punir. Alors bien sûr, la punition, quand on fonctionne avec des punitions, en fait, d'abord, c'est inefficace, donc l'enfant, en fait, n'apprend rien d'autre que de craindre. Or, créer une relation à son enfant autour de la crainte n'est vraiment pas le meilleur moyen de développer des bonnes relations long terme avec lui, c'est évident. Donc déjà, c'est sûr, d'une certaine façon, ça abîme la relation petit à petit, et ça peut arriver jusqu'à, bien entendu, des ruptures de relations, hein. J'ai de nombreux exemples autour de moi de parents qui sont aujourd'hui parents, hein, mais qui ont subi eux-mêmes tellement de punitions et voilà, à un moment ils en sont venus à rompre avec leurs parents. Donc, bien entendu, c'est très mauvais pour la relation. En plus, c'est pas efficace, ça n'apprend pas à l'enfant donc de développer son autodiscipline. Donc oui, effectivement, pour ceux d'entre nous qui auraient tendance à utiliser que la punition, ça ne marche pas du tout. Bien entendu, l'enfant développe en plus des capacités de réaction et de protection, et donc il se retrouve en réaction de défense constamment. Donc soit il fuit, soit il rompt, soit il se met en opposition. Et, euh, et en plus, nous, en tant que parents, plus ça va, plus on perd de l'influence sur nos enfants. Par définition, ils Oui. grandissent. Et donc, il y a un moment où ça va faire super plouf, quoi. Oui, et puis il y a Donc, une sorte d'insensibilisation également, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'augmenter la force, la puissance de la punition pour que l'enfant réagisse encore, parce qu'il y a une insensibilisation par rapport à ça. Donc c'est une exactement. escalade, en gros. Oui. Une Oui, escalade infinie. Thomas Gordon, dans son livre Éduquer sans punir, utilise le parallèle avec comment est-ce qu'on fait pour discipliner les animaux. En fait, il dit de façon un peu cynique ou ironique, euh, si on veut que les punitions fonctionnent, il faut, il faut être vraiment ultra constant. Enfin, en gros, il dit que c'est impossible. oui. En gros, il dit que c'est impossible et que ça nécessite effectivement souvent, et que bien entendu, on rentre dans une escalade avec nos enfants qui est vraiment Oui, pas et bonne. qui fait peser de la pression également sur le parent lui-même, parce qu'en fait, c'est une certaine violence à l'intérieur que de devoir punir. Quelque part, on a conscience que ça crée de la douleur chez l'autre, on a conscience que ça abîme le lien. Donc, Bien quelque sûr. part, on s'inflige quelque chose qui pourrait être évité et qui pourrait faire aussi nous sentir mieux, nous, en tant que parents, le fait de ne pas, ou de sortir de ce système de punition. Et justement, sortir de ce système de punition, est-ce qu'il ne s'agit que d'une décision, ou est-ce que nous sommes nous-mêmes conditionnés par l'éducation que nous avons reçue dans un premier temps, et le temps qu'on prenne conscience de cela, justement, on est un peu dans l'incapacité de pouvoir faire autrement. Il y a ceci, tu vas me dire si c'est le cas, et peut-être aussi parce qu'on manque d'alternatives. Alors c'est un peu lié, c'est-à-dire que nos parents ont peut-être usé de punition avec nous, et nous avons que cet outil qui nous a été donné, et nous l'utilisons à notre tour en tant que parents. C'est sûr que beaucoup des parents qui utilisent la punition très régulièrement le font parce qu'ils ont entre guillemets été éduqués comme ça. Et souvent, on entend bien sûr la réponse, oui, bah, ça a bien fonctionné pour moi, donc ça va bien fonctionner pour mon enfant. Donc on reproduit en fait sans se rendre compte. Donc la vraie question, le vrai point de départ du changement, c'est est-ce que ça marche? Voilà. Hmm. D'abord, effectivement, à chaque fois que quelqu'un inflige une punition à son enfant, c'est dur, c'est pas facile. On sait bien qu'en tant que parents, même nous, pour nous en tant que parents, on sent bien que c'est pas correctement juste. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche? Donc, la première des choses à se poser, c'est est-ce que je fais pas toujours plus de la même chose qui ne marche pas? Oui, Et si c'est le cas, il faut changer de manière. Voilà, il faut c'est changer de ça. manière de faire. Donc déjà, s'offrir à nous en tant que parents, de temps en temps cette prise de recul, de dire, ouais, est-ce que mon enfant revient avec le même type de comportement qui est problématique. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour le gérer? Il revient toujours avec le même comportement. À l'évidence, ce que j'ai fait jusque-là ne marche pas. Qu'est-ce que je changer moi? Parce que c'est moi le parent, c'est moi qui suis responsable de ces Oui. interactions. Donc, qu'est-ce que je peux changer?
Oui, parce que les punitions s'attaquent aux conséquences finalement. Tu parlais du comportement de l'enfant, mais le comportement de l'enfant va se reproduire malgré tout, et les punitions viendront donc punir ce comportement-là, mais on ne sera pas revenu à la cause du comportement. On ne sera pas peut-être venu chercher l'émotion ou alors le stress qui sera à l'origine de ce comportement, ou l'incompréhension, parce que l'enfant a pu ne pas comprendre les règles, ou peut-être parce qu'on les a mal présentées, on a présenté ça sous forme d'interdit, de ne le fais pas si, l'enfant ne sait pas ce qu'il faut faire du coup, et on ne s'est pas forcément non plus adapté au développement cérébral de l'enfant, au développement et justement à sa compréhension également. Et l'écoute rentre en jeu à ce niveau-là. Oui, et je voudrais juste rajouter une chose aussi, Jean-François, c'est Oui, que non seulement quand on punit, on s'empêche de comprendre ce qu'il y a derrière le comportement de l'enfant. Une fois de plus, on peut ne pas accepter le comportement, mais il est absolument crucial qu'on apprenne à comprendre ce qu'il y a derrière, on y reviendra. Mais ça empêche aussi le parent de dire en quoi le comportement est problématique. Donc c'est des deux côtés que ça se passe. Il y a des fois où il n'est même pas question de règles. L'enfant a juste fait une grosse bêtise. Il n'y avait pas particulièrement de règles posées. C'est juste qu'il a exploré un truc, il a fait une grosse bêtise. Mais voilà, c'est très important que le parent puisse poser un acte éducatif en faisant, en partageant avec l'enfant en quoi c'est un problème, ça, mais, mais la punition là ne servira à rien en fait. oui. Et c'est pour ça qu'on évite aussi d'employer le mot bêtise depuis quelque temps, dans le sens où c'est quelque chose de très subjectif. Et Mm. une bêtise, entre guillemets, peut être interprétée comme une bêtise par le parent, mais en l'occurrence, l'enfant est peut-être simplement dans une phase d'exploration, d'expérimentation, parce que quand on dit bêtise, on se dit, il me défie aussi, donc on est aussi dans un jugement qui va venir alimenter notre propre colère d'adulte et qui va nous amener sur ces réactions défensives ou d'attaque même parfois, de vouloir utiliser des méthodes coercitives comme les punitions. Donc c'est un peu un cercle vicieux finalement. Donc s'écouter en tant que parent, à savoir est-ce que le problème m'appartient. Donc c'est aussi une des méthodes qui est donc présentée dans l'approche Gordon. Et justement, à qui appartient le problème? Moi, je m'exprime sur justement ce qui me pose problème, et ensuite on voit quel est le niveau de compréhension de l'enfant. Mais avant cela, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute. Et c'est vraiment la spécialité au niveau de la méthode Gordon. C'est ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette approche. Euh, et on va maintenant enchaîner avec justement quelque chose qui pourra nous permettre de faire ce pas de côté en tant qu'adulte si nous punissons, si nous avons ressenti et si nous ressentons en nous cette sorte de lutte, hein, je punis mais ça ne me plaît pas, j'ai été puni, je n'ai pas aimé non plus, mais bon, j'ai de la confusion en moi parce qu'on m'a dit que c'était pour mon bien, qu'on m'a puni, donc voilà, pour essayer déjà de tirer cela au clair. Et ce pas de côté va peut-être passer justement par une nouvelle façon d'agir. Donc, je tiens à préciser que ça va être quelque chose de progressif parce que pour les connexions au niveau du cerveau, il va falloir quelques temps pour commencer, s'entraîner et se dire qu'à un moment, ok, j'ai une nouvelle habitude, j'ai acquis cette nouvelle habitude, cette nouvelle posture d'écoute. C'est ça qui me plaît chez Gordon justement, c'est que les livres et la lecture des livres permettent de se positionner dans une posture d'écoute. Et cette posture d'écoute, ce n'est pas un terme abstrait, c'est vraiment quelque chose de concret. Ça passe par le corps et ça passe aussi par la manière dont on s'exprime et justement cette bienveillance qui est cultivée par rapport à cette écoute. Je t'écoute en tant que parent, en tant qu'adulte, et avant d'exiger que toi tu m'écoutes, parce que j'ai besoin de déterminer ce qui est en train de se passer. Je suis tout à fait bien entendu aligné avec ce que tu as dit, Jean-François, et je voudrais quand même dire quelque chose. Il y a des fois où on ne sera vraiment pas en état d'écouter au moment où l'enfant a fait une grosse bêtise. Et donc, il faut absolument que nous, on soit indulgents envers nous-mêmes en tant que parents et qu'on se rende compte qu'il y a des moments où on n'est pas capable, qu'on va faire quelque chose qui va pas être très efficace, en particulier qu'on va partir sur une punition, etc. Et là, je pense que c'est important aussi que juste avant de commencer à rentrer dans les solutions, on ose se donner du temps. Je pense que vraiment, en Oui, tant que parent, c'est la première des choses. Je veux dire, mon enfant a fait quelque chose que je considère être comme un problème. Il a un comportement que je n'accepte pas, vraiment que je n'accepte pas du tout. Quand je vois l'émotion monter en moi et que je m'apprête à faire quelque chose qui va pas être efficace, vraiment, il faut qu'on sauve déjà un petit stop, quoi. oui, Quitte à dire à temporiser, l'enfant, waouh, tu viens de faire quelque chose qui ne me va pas du tout, je vais prendre 2, 3 secondes là et je reviens te voir tout de suite. Enfin, c'est ça. voilà, quitte à poser le stop. C'est vraiment, vraiment crucial. Mais bon, Pause. Mm, tout c'est à fait, ça. Pousse. tout à fait.
Et ça, et alors pouce, effectivement, c'est une vidéo que j'ai en plus publiée cette semaine. Donc Ok. pouce, en effet, on prend une seconde Mm. pour se Exact. recentrer et justement pour retrouver du calme parce que sous la colère, et effectivement sous un pic de stress, on va avoir tendance à avoir des réactions automatiques. Donc l'attaque, défense, voire même la sidération, ça existe aussi, hein. On est sidéré Bien sûr. d'être comme ça, et c'est le cas aussi pour les enfants. C'est d'autant plus le cas pour les enfants parce que leur cerveau est en cours de construction et la partie du cerveau qui permet la régulation des émotions, ce cortex préfrontal est en pleine construction et la fin de ce développement se fera au-delà de 25 ans. Donc patience. Euh, je te propose maintenant d'aborder un outil que nous avons créé ensemble par rapport à des alternatives aux punitions. Comme tu le disais, il faut se donner quand même du temps. Il faut se donner du temps pour acquérir ces nouvelles compétences, ou en tout cas ces nouvelles approches, et les tester. Les tester peut-être au calme d'ailleurs avec les enfants pour commencer, et pas attendre qu'il y ait une crise, parce que justement cette crise ne va pas nous mettre dans un bon état d'esprit et dans nos meilleures capacités d'écoute. Donc il vaut peut-être mieux s'entraîner au calme. C'est d'ailleurs ce qui est proposé dans les ateliers Gordon au niveau des formations, s'entraîner au calme, et ça permet de prendre ce recul en se disant ah oui, en effet, j'ai déjà connu ça avec mon enfant et là j'ai pas pu réagir de la sorte parce que je ressentais tellement de colère que j'ai pas pu réagir ainsi. Mais maintenant je comprends mieux que, par exemple, comme tu disais, en faisant cette pause, ça me permettra de tenter et de tester autre chose. Et donc, les alternatives, nous les avons réunies sur un outil qui sera disponible à la suite. Cet outil, c'est une roue des choix. Une roue des choix dans laquelle apparaissent des alternatives aux punitions. Et je te propose d'explorer ces différentes alternatives aux punitions. Et on fera dans un second temps peut-être une session de questions-réponses pour les personnes qui auront téléchargé cet outil et qui auront justement des questions par rapport à sa mise en place et son application. On commence? Avec plaisir. Alors, dans cette roue, on va commencer par là si tu veux bien, parce que je trouve que c'est un point important. Comprendre le besoin derrière le comportement. Donc c'est précisément l'écoute active. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette alternative à la punition? Donc au lieu de punir, je vais essayer de comprendre le besoin derrière le comportement. En quoi cela va m'aider à résoudre la situation avec mon enfant? Alors, très concrètement, si un enfant a un comportement inacceptable, en particulier quand il est répétitif, ça nous indique vraiment que ce comportement répond à un besoin chez lui. Donc, euh, voilà, les besoins des enfants, ils sont multiples et variés, mais en particulier, enfin, ils se développent, ils sont dans un besoin d'apprentissage, d'expérimentation, tous azimuts, c'est juste une merveille ce qu'ils arrivent à faire et la manière dont ils se transforment en quelques années. Donc, il y a cette espèce d'élan. Voilà. Donc c'est important que nous, on se pose la question. Voilà, ça fait 4 fois, si je prends un exemple, 4 fois que je dis à ma petite fille de 2 ans et demi d'arrêter de taper sur la table basse, et elle tape de plus en plus fort, etc. Bon, si elle continue à le faire, c'est qu'il y a une raison. Euh, c'est que quelque part, ça vient satisfaire quelque chose chez elle. C'est pas pour ça que j'accepte qu'elle continue à le faire. Cependant, je me rends compte que ça répond à un besoin chez elle, donc je vais prendre le temps juste de me mettre à son niveau, de lui dire ah, bah dis donc, c'est rigolo de taper sur la table. T'aimes beaucoup ça? Puis ça fait du bruit. Voilà. Et donc, j'écoute, j'essaye de comprendre et je lui montre que j'ai compris. Enfin, que voilà, je suis juste en train de reformuler, d'écouter ce que je vois, ce que je perçois de ce que mon enfant vit au moment où elle a ce comportement. Je lui dis, ouais, c'est Oui. trop chouette, ça fait plein de bruit, c'est rigolo. Puis en plus, tu vois tes pieds en dessous parce que c'est une table transparente. Ah ouais, c'est encore plus rigolo. Voilà. Donc, voilà, je reformule ce que l'enfant vit et je lui montre que j'ai bien compris et je comprends derrière moi en faisant ça que, bah, ouais, c'est super fun de faire du bruit. Quand je viens de comprendre que je pouvais tenir un truc dans ma main et que quand je tapais dessus, ça faisait du bruit, c'est quand même génial. Euh, et, euh, et je comprends que ce soit quelque chose d'important pour elle. Et en même temps, c'est pas pour ça que je vais accepter ce comportement, mais je comprends ça et Voilà. je lui montre que je comprends et que je vois que c'est un besoin chez elle. Oui. Comme par exemple un enfant qui serait au parc et qui ne voudrait pas partir parce qu'il serait en plein jeu. Donc dans ce cas-là, on peut tout d'abord venir vers lui et lui dire je vois que tu t'amuses beaucoup ici, etc., etc.
Et qu'est-ce que ça crée, ça, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se met à son niveau et qu'on reflète ce que l'enfant ressent? Déjà, est-ce qu'il a conscience de ce qu'il ressent, l'enfant? Non, le plus souvent pas, enfin, le plus souvent pas, mais ce qui est sûr, c'est que comme pour chacun d'entre nous, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous renvoie en miroir ce qu'on est en train de ressentir, ça nous permet précisément d'en prendre conscience, de ressentir encore plus fortement quelque part cette sensation qui est en nous, enfin cette émotion, et surtout de se sentir reconnu dans ce qu'on ressent. Et donc, comme on est reconnu dans ce qu'on ressent, ben, ça laisse de l'espace à autre chose. Oui. Si je dis à ma fille ou à ton fils, oh là, mais t'as vraiment pas du tout envie de partir du coup, parce que tu t'éclates trop là au jardin, c'est trop Mm. chouette. Ce que t'es en train de faire avec tes copains, puis avec le sable et tout, oh là là, c'est trop bien, t'as un beau château. Ben, en fait, je lui permets de prendre conscience que c'est pour ça qu'il a pas envie de partir. En tout cas, et puis, et je lui montre que je comprends absolument que ce soit juste l'éclate, quoi. Et que c'était important pour lui, c'est-à-dire on lui signifie qu'on a compris que c'était important pour lui. Oui. Et qu'il est important pour nous, du coup, puisqu'on va lui offrir aussi cette empathie. Donc on a une double approche Bien là-dessus. sûr. Je suis hyper heureuse que tu t'éclates au jardin. Ça me fait vraiment plaisir de voir que tu t'éclates. Oui, parce que si on menace à la place et qu'on tire l'enfant, malheureusement, c'est encore des scènes qu'on peut voir, l'enfant va se retrouver dans la confusion totale, en fait. Pas rien comprendre. En Mm. fait, on se positionne comme si on l'empêchait d'assouvir ses besoins, de se faire plaisir. Donc on se positionne vraiment d'une manière non, pas très souhaitable. Moi, je sais pas, pour toi, Jean-François, mon objectif dans la vie pour mes enfants, c'est de leur permettre de s'éclater, quoi. J'ai vraiment envie qu'ils S'épanouir. puissent Mm. s'éclater le plus possible et qu'ils puissent remplir leurs besoins, qu'ils soient le plus heureux possible. Donc, j'ai Mm. certainement pas envie d'être vue par mes enfants comme étant celle qui empêche ce qui les empêche de remplir leurs besoins. Par contre, c'est vrai que parfois, il faut que je pose des actes éducatifs, enfin, en tout cas, que je dise des choses, que je repose un cadre. Et ça sera d'autant mieux fait et d'autant plus compris par l'enfant que d'abord, je lui montre que j'ai absolument compris son besoin. Moi, je vois que tu t'éclates au jardin, que c'est trop génial, que tu n'as vraiment pas du tout envie de rentrer. Et en même temps, je suis embêtée parce qu'il est 19 heures. Voilà. Et là, Ouais. je vais m'affirmer. Alors, Alors, pour cette alternative, pardon, merci. On va passer à la prochaine, si tu veux bien. ouais. Qu'est-ce que cela signifie que modifier l'environnement physique, donc retirer, ajouter, adapter? Est-ce qu'on peut, par exemple, prendre la situation suivante, un enfant jette des choses. On va rester peut-être dans ce cadre du parc ou pas, hein, ça peut être aussi à la maison, et il jette des choses. Donc déjà, qu'est-ce que serait, plutôt que de punir, cette façon de faire, donc modifier l'environnement physique dans ce cas-là? C'est s'assurer que déjà, les choses qu'il jette ne soient pas dangereuses ou problématiques. Enfin, changer la nature de ce qu'il jette déjà. Oui, Changer potentiellement là où il se trouve, la position dans laquelle il se trouve, qui peut faire que le jet du coup est plus ou moins dangereux s'il est très haut sur une chaise, s'il est sur une chaise haute, et puis s'assurer que l'environnement puisse supporter, enfin changer l'environnement de sorte qu'il puisse supporter le jet d'un objet qui serait modifié. Donc typiquement, je mettrais une balle en mousse plutôt que un poids de un poids oui. un poids lourd, mais et voilà, donc c'est tout ça, c'est changer l'environnement pour que finalement le comportement ne soit plus un problème. D'accord. Donc faire ça de manière ludique aussi, c'est-à-dire, bah ok, tu as le droit de jeter là dans ce périmètre, donc peut-être faire un petit périmètre avec des coussins ou quelque chose comme ça. Et voilà ce que tu as le droit de jeter. Donc par exemple, on va lui donner une balle en mousse, parce que bah, du coup l'enfant va pouvoir en effet s'amuser à jeter. Et parfois c'est plus que de l'amusement, hein, c'est que ce sont des enfants qui sont très jeunes et qui ont besoin de faire ce réflexe, d'avoir ce réflexe en fait, de jeter pour s'entraîner en fait au niveau de la motricité. Donc Bien là sûr. aussi ça permet de cadrer et de changer justement les objets qui peuvent être jetés ou pas, d'autoriser et de favoriser cet entraînement qui est nécessaire pour leur développement. Exactement, c'est essentiel et on se rend bien compte que on accepte là encore le besoin qu'il y a derrière, absolument, hein, le besoin d'apprendre à lancer Oui, des objets, de se rendre compte qu'on peut le faire, etc., d'expérimenter. Donc ça, on le reconnaît absolument. Et en même temps, on pose un cadre pour permettre à ce que ce comportement soit tout à fait acceptable pour tout le monde.
Oui. Et à l'identique, à l'intérieur de la maison, par exemple, il peut y avoir des objets plutôt fragiles et un enfant qui est en cours de développement et qui est en train d'essayer de marcher, qui tâtonne, qui peut effectivement avoir quelques gestes maladroits. Donc plutôt qu'éviter cela et arriver justement à des punitions, oh là, t'as cassé le vase de mamie, on va plutôt mettre le vase à un endroit où l'enfant ne va pas pouvoir le toucher. Et c'est ça, en fait, adapter le cadre. Et ça évite justement d'avoir ce genre de situation qui se présente. On est bien d'accord, c'est ça? C'est exactement ça. Et en fait, l'image qu'utilise Gordon, c'est de dire, voilà, imaginez que vous allez recevoir votre grand-oncle de 95 ans à la maison et qui se déplace en fauteuil roulant. Qu'allez-vous faire dans votre maison pour adapter votre maison et faire en sorte que sa vie soit simple? Ben, c'est exactement la même question à se Oui. poser pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour adapter notre environnement de sorte que sa vie et la nôtre soient simples dans cet environnement? Passons à la troisième alternative, faire redescendre la pression. Et là, on parle de nouveau de l'écoute active. Comment faire redescendre la pression? On en a déjà parlé un petit peu en préambule, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement et quel est l'intérêt de faire redescendre la pression? Bon, déjà, la pression et l'émotion forte n'est pas bonne conseillère en communication, que ce soit chez notre enfant ou chez nous. Donc, effectivement, faire baisser la pression et utiliser l'écoute active. Donc, en fait, une fois de plus, une fois qu'on est prêt à écouter, donc on s'est fait un stop, comme on a dit, hein, on s'est offert un petit stop. Si on voit que notre enfant a un comportement qui ne nous va pas du tout, voilà, typiquement, on reprend l'exemple de tout à l'heure, mon fils ne veut pas partir du parc. Alors que ça fait 4 fois que je lui demande et qu'il traite des pieds, voire il se cache, il joue à cache-cache maintenant pour pas que je le trouve. Voilà, je vais monter en pression. Donc déjà, me rendre un stop, pardon, me rendre compte, waouh, là je suis en train de monter en pression, alors que bon, il est juste en train de s'éclater. Comment est-ce que je pourrais faire autrement pour ça? Et puis donc m'approcher de mon fils et, euh, et lui dire, ouais, je vois que tu t'éclates, que t'as pas envie de rentrer. C'est reconnaître ce qu'il vit, euh, tout simplement, Parce reconnaître ce qu'il que vit. là, tu évoques une situation où le parent fait redescendre la pression, et il y a aussi l'autre situation où l'enfant est en train de déborder émotionnellement et où il y a vraiment besoin là aussi qu'il ait accès à ses fonctions supérieures au niveau du cerveau, c'est-à-dire que ce ne soit plus le cerveau émotionnel qui soit aux commandes parce qu'il est débordé totalement par le stress, par une émotion. Et faire baisser la pression, ça signifie que peut-être on va se mettre à son niveau, parler calmement, pourquoi pas lui offrir un câlin, donc tendre les bras pour que l'enfant puisse avoir un câlin pour redescendre justement en pression, parce que sinon, on ne peut pas vraiment communiquer et se connecter avec l'enfant. C'est bien ça? Oui, alors et pour rentrer en contact avec lui quand il sera, alors si effectivement imaginons que j'ai déjà couru après mon fils pour essayer de l'attraper pour qu'il rentre. Donc là, les deux sont en pression, à l'évidence, il a vraiment pas envie de rentrer puisqu'il commence à courir pour pas que je l'attrape, et moi je cours après, donc là les deux sont en pression. Euh, donc l'enjeu c'est vraiment effectivement de se dire que dans ces moments-là on peut pas communiquer et arriver à se dire bon c'est moi le parent donc à moi de faire en sorte de faire mieux, c'est-à-dire que arrêter d'être dans l'escalade et me mettre effectivement au niveau de mon enfant. Et quand on dit se mettre au niveau de son enfant, c'est là, attention, il ne va pas qu'on se mette quand même si on veut que ça marche. Au niveau aussi de pression de son enfant, parce que si on est vraiment trop Oui. désynchronisé, il va pas bien comprendre. Mais en tout cas, il va dire, waouh, là tu cours dans tous les sens, Joseph, tu cours dans tous les sens. Je n'arrive pas à t'attraper. Je vois que t'as vraiment pas envie de rentrer. Je vois que t'es vraiment énervé. Voilà, il faut quand même arriver. On va pas tout de suite arriver à se mettre à son niveau, lui faire des câlins, etc. Faut juste déjà reformuler ce qu'il vit euh, cette fois-ci. Et comme on va reconnaître ce qu'il vit, il n'aura plus besoin d'être dans cette escalade. Il se sentira reconnu, son émotion se sentira reconnue, la pression va pouvoir descendre chez lui. Il n'a plus Tu viens, besoin de nous montrer plus clairement encore son besoin. Ça y est, on a tu viens compris. de, pardon, tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse fortement. Tu viens de me dire que tu t'adaptes au rythme de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant est en pleine effusion, il est en train de courir partout, et le fait de refléter ce qu'il est en train de vivre, tu le fais avec une emphase et avec une intonation qui va dire oh là là, quelle joie! Et non pas oh, tu ressens une grande joie là, je vois. Enfin, c'est-à-dire qu'on adapte notre manière de parler au rythme qu'est en train d'avoir l'enfant pour pouvoir être à son niveau et ensuite redescendre en même temps. C'est bien ça? Exactement. On appelle ça se synchroniser. C'est-à-dire que, et dans l'énergie, il faut qu'on soit.
à un niveau un suffisamment bon niveau de synchronisation pour que l'autre puisse entendre le message. Et c'est ce qui permettra en fait l'efficacité du message. Donc effectivement, Oui. et on le voit bien nous quand on est fatigué en tant que parent, hein, quand on va dire à notre enfant, arrête, j'en peux plus, arrête ton comportement. Bon, il va pas l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que j'arrive à me mettre à son niveau d'énergie quand même pour qu'il entende. Et effectivement, on parle de synchronisation et c'est qu'une fois qu'on s'est synchronisé qu'on va pouvoir entre guillemets conduire ce niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie, tranquillement nous aussi en, en rabaissant notre niveau d'énergie, l'enfant va pouvoir le faire. Mais déjà, le fait de reconnaître ce qu'il ressent, ça va faire psh, comme une petite aiguille sur un ballon de baudruche. Ça va dégonfler tout simplement. Il va se sentir reconnu. Il va pouvoir nous dire, bah oui, j'ai pas envie de rentrer, c'est tout rigolo. Et puis je vais pas voir Julien demain, je sais pas quoi. Et on va pouvoir continuer à l'écouter. Ah oui, parce que là, ensuite, on a de nouvelles informations et on va pouvoir offrir cette empathie, cette écoute pour continuer et en apprendre plus. Et l'enfant se sentira de plus en plus écouté et la connexion sera encore plus grande, justement, entre le parent et l'enfant. Mm. Et peut-être que nous arriverons même à comprendre pourquoi cette excitation soudaine, parce que il y a ce qui se passe à l'instant présent, mais il y a aussi également ce qui a vécu l'enfant avant, dans les heures précédentes, mais aussi dans les jours précédents. Et peut-être que des émotions sont restées bloquées, peut-être que quelque chose perturbe l'enfant, et le fait de commencer à se connecter, c'est pour ça qu'il n'y a pas que cette connexion initiale, va ouvrir la porte à beaucoup d'autres découvertes peut-être, et la possibilité de résoudre des problèmes que l'enfant a, également l'aider à les résoudre de cette manière-là. Et je trouve que... Passons à la quatrième alternative. Mhm. Alors, anticiper la situation problématique, et donc message, jeu de prévention. De quoi s'agit-il, Nathalie? Précisément, en fait, trop souvent, on n'est pas au clair en tant que parent. Enfin, il y a des tonnes de fois où on sait qu'on va être stressé ou qu'on sait qu'on va être dans une situation compliquée, etc. Et on rentre dans la situation, la tête baissée, un peu en se disant, bon, comme un peu, avec une auto-tamponneuse un peu, en disant, bon, j'espère que ça va tenir. Et en fait, non, l'encouragement de Thomas Gordon, c'est de dire, non, mais si vous êtes au clair sur le fait qu'une situation risque d'être problématique ou un contexte risque de créer des situations dans lesquelles l'enfant va peut-être avoir des comportements qui ne seront pas OK pour vous, alors dites-le, prévenez-les, et dites-leur vos besoins à vous en avance. Et, euh, et ça change toute la donne en fait, parce que par exemple, si je sais que je vais euh, au supermarché et que pour des raisons de logistique, il faut que j'y aille avec mes trois enfants et que je suis fatiguée, c'est la fin de la journée, la fin de la semaine, on est tous crevés. Je sais par anticipation que ça risque effectivement de mal se passer avec un Hmm. enfant qui part dans un coin, l'autre un, ils se chamaillent, ils veulent tel produit. Enfin bref, je sais par anticipation et donc je vais pouvoir leur faire un message de prévention en leur disant écoutez les enfants, on va ensemble ce soir au supermarché. Euh, j'ai vraiment à cœur que ça se passe super bien et que j'ai vraiment besoin, moi, que ça se passe bien et qu'on soit tranquille pendant ce moment-là. Je sais que ça va être difficile, vous êtes fatigué, moi aussi, et j'ai vraiment à cœur que ça se passe bien. Donc, les prévenir en avance, de sorte que eux-mêmes, en fait, on les apprend, on leur apprend par là même à développer leur responsabilité, leur engagement vis-à-vis du système, vis-à-vis de nous, et eux-mêmes puissent se dire, ouais, bon, alors, maman m'a dit que ça allait être compliqué, maman m'a dit qu'elle était fatiguée, que nous aussi, voilà. Donc, de sorte que l'enfant développe son autodiscipline aussi et fasse Hmm. attention. Quitte à ce que moi, là je leur ai dit le matin, avant, au moment de repartir au supermarché, je leur dis, bon les enfants, c'est vraiment important du coup voilà, je vous l'ai dit ce matin, voilà, que ça se passe bien là au supermarché. Euh, je- du coup, ça veut dire que vous restez, voilà, c'est que vous restiez près du caddie, voilà, Oui. qu'on se dispute pas à propos de machin, voilà. Donc juste les prévenir de à quoi ressemblerait un comportement qui serait OK de sorte qu'ils puissent tout simplement les mettre en œuvre, ces comportements. Oui, et on peut couper ça à l'écoute, parce que tu disais message jeu de prévention, ça veut dire qu'on va se projeter dans une scène qui va se produire. On, on fait nous-mêmes le miroir et le reflet de ce que nous ressentons à l'instant présent, nous sommes fatigués, et nous prévoyons également de l'être lorsque nous serons sur place.
Et quelque part, c'est un peu comme si on les aidait à se projeter dans cette situation et qu'eux-mêmes puissent se dire, bah oui, moi à ce moment-là, je pourrais ressentir ceci. Et là, on peut même leur offrir de l'écoute en disant, et vous alors, vous allez ressentir quoi lorsqu'on sera au supermarché Enfin voilà, limite, on peut aussi se projeter dans cette situation et pourquoi pas anticiper également ce qui pourrait se produire à ce moment-là. C'est ça? Oui, ou tout simplement regarder comment est-ce qu'ils vont réagir à leur non-verbal, hein, je vais leur dire, quand je vais leur dire, écoutez, tout à l'heure, voilà, bon, ça y est, on va au supermarché, j'ai vraiment à cœur que ça se passe bien, euh, etc. Je vais bien voir aussi comment est-ce qu'elles vont réagir, et c'est surtout leur non-verbal que je vais refléter. C'est-à-dire que si j'en vois un qui fait, Mhm. Oui, je vais lui dire, oh là, t'as pas l'air d'avoir envie d'y aller, ou ça t'embête ce que je te dis? Mais genre, ah, bah, je vois que ça t'embête ce que je te dis, t'as l'impression que... Bref, donc je vais juste reformuler aussi ce qu'ils vont me dire eux. Hein, ça suffira largement. Euh, il y aura déjà plein d'indices. oui, Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? oui. C'est-à-dire que juste être attentif à leur non-verbal quand ils vont réagir. Alors là, c'est la première fois qu'on parle du non-verbal, clairement. L'écoute passe également par là, c'est-à-dire qu'en gros, Mm. ce n'est pas uniquement s'échanger des mots, hein. D'ailleurs, la majorité de la communication passe par le non-verbal. Donc c'est important de voir à un moment quand, dans un échange, quelqu'un semble un peu rigide ou encore semble être en retrait, ou ça peut signifier en effet que ben, la personne n'a pas forcément encore conscience de ce qui se passe en elle, donc on peut l'aider en lui offrant de l'écoute pour l'aider à justement à définir ce qui se passe en elle. Et à nous, c'est une superbe information également pour continuer à communiquer de mieux en mieux justement avec cette personne-là. Donc cette écoute, ces sens qu'on va avoir en éveil lorsqu'on va être en connexion avec l'autre sont très, très importants pour justement une communication entre guillemets réussie en tout cas, ou épanouissante pour les deux aussi à un certain moment. C'est essentiel. Et je pense que vraiment, développer cette capacité à observer le non-verbal des gens qui nous entourent et de nos enfants en particulier, c'est vraiment une compétence qui se développe et qui est très puissante parce qu'elle nous permet Hmm. vraiment de d'ajuster au plus près notre communication à ce qu'on perçoit de la réaction qu'elle génère chez l'autre, en vérifiant cette réaction, hein, comme je le disais tout à l'heure, en disant ouais, je te sens pas ok d'aller au supermarché là, ou ça t'embête ce que je t'ai dit. Voilà, donc je reste constamment le plus proche possible, comme un poisson suiveur, au plus proche possible de ce que l'autre vit, sans émettre d'hypothèse, enfin Oui, sans regarder dans une boule de cristal, en émettant juste une hypothèse et en la vérifiant, plutôt en disant ouais, je te sens pas ok là. oui. Et donc ça ouvre la communication bien sûr. En fait, on décrit et on observe plutôt que de juger. Mm, mm. Hmm. Oui. Très bien, passons à la prochaine alternative. Prendre un temps de pause. Donc ça s'appelle aussi dépolluer, respirer, boire, enfin bouger, faire un câlin, bref. Tu pourrais nous préciser ce que ça veut dire dépolluer également dans ce que tu vas évoquer maintenant. Donc prendre un temps de pause, en quoi cette alternative est une alternative justement aux punitions. Prendre un temps de pause. Alors, c'est essentiel parce que effectivement, euh, quand on est emporté par nos émotions, quand notre enfant a vraiment eu un comportement qui ne nous va pas, on peut monter dans les tours et faire des choses qui vont être totalement inefficaces, pas bonnes pour nous, pas bonnes pour lui, pas bonnes pour la relation. Donc, sauf se rendre compte, arriver à se rendre compte qu'on est en train de rentrer dans cette zone-là, c'est essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre de effectivement faire pause, comme tu disais tout à l'heure, et d'arriver à faire refonctionner notre néocortex. Hmm. Et donc à prendre des décisions intelligentes, efficaces, qui fonctionneront mieux pour nous, pour notre enfant et pour la relation. Et du coup, Oui, dépolluer, c'est arriver à faire la différence, précisément, à faire le tri dans ce qui s'est passé entre le comportement réel de l'enfant. Il tape avec un objet lourd mhm, sur la table en verre et ça fait du bruit. Ça, c'est un fait. Et oui, tout ce que je me dis, donc faire la distinction entre le fait et tout ce que je me dis, et tous les jugements et toutes les craintes que j'ai par rapport à ce fait, c'est-à-dire euh, il n'apprendra jamais rien, elle n'écoute pas ce que je lui dis, elle ne me respecte pas, elle me cherche, elle cherche à trouver mes limites, tatati tatata, etc. Toute cette seconde partie de choses que je viens de décrire, ce sont juste des croyances, des jugements, des interprétations qui m'appartiennent et qui sont vraiment
très loin de la réalité, c'est juste des choses qui se passent Hmm. dans mon cerveau Oui. et qui ne sont pas du tout, du tout, du tout aidantes pour rien, ni pour moi, ni pour l'autre, ni pour la relation. Donc, apprendre à distinguer tous ces jugements, ces interprétations des faits, c'est ce que permet la dépollution, parce que quand on comprend mieux les faits, ce qu'on ressent à cause de ces faits, etc., on va pouvoir communiquer. D'abord, et on va pouvoir nous se sentir mieux et communiquer de façon beaucoup plus adéquate en nous en tenant à ça. Oui, et on va pas essayer d'avoir raison dans le sens où on va pas essayer de faire une sorte de lutte d'arguments. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort également, qui peut amener à des conflits stériles. On va plutôt être là dans toujours pareil, cette description, cette observation et le reflet de ce que nous ressentons sans accuser l'autre, sans forcément rentrer dans un combat un peu idéologique parfois. Et cela, alors la dépollution, exprimée telle que tu viens de le faire, paraît simple, mais en fait, les petites voix que nous avons dans la tête, ce sont souvent des paroles que nous avons nous-mêmes entendues pendant très longtemps, notamment lors de notre enfance et même après, et ce sont devenus nos croyances. Donc c'est important aussi de pouvoir dépolluer cela et se dire, ah là là, ça c'est un fait ou une croyance. Et cette croyance, elle me fait du bien ou pas? Et elle fait du bien à la relation, et du coup c'est bien aussi de pouvoir les écrire et se dire, bah, là je pense que mon enfant s'oppose à moi. Mais en fait, non, il est juste en train de ressentir une émotion, et ses comportements sont automatiques. C'est-à-dire qu'en gros, il ne se dit pas ah ah ah, je vais faire exprès de me rouler par terre pour défier papa maman. Non, son corps, il ne le maîtrise pas pour les raisons qu'on a déjà évoquées bien souvent concernant le développement de son cerveau. Donc, le fait de ne pas juger, ça nous libère aussi quelque part et ça nous permet de voir entre guillemets la vérité de la situation, la réalité de la situation. Les choses telles qu'elles sont, en fait, pour de vrai, Oui, enfin, en tout cas, la réalité, comme tu le dis. Et effectivement, c'est très important si on peut de passer, ça aide énormément de passer par l'écrit pour se dépolluer. oui, Vraiment, nous, on utilise cet outil à deux colonnes. Donc, dans la colonne de gauche, on met tout ce qu'on se dit, toute notre radio mentale, on déverse tout. D'ailleurs, parfois, quand on écrit et qu'on regarde, on se dit, oh là là, j'ai ça dans mon cerveau, quelle horreur! Mais c'est vraiment ce que j'ai dans mon cerveau. Donc, on oui. écrit tout, tout, tout dans la colonne de gauche. Et puis, dans la colonne de droite, on en revient juste aux faits, à ce qui aurait pu être filmé. Voilà, les faits, ce que je ressens, les conséquences concrètes, etc. Et ça nous permet vraiment de scinder les deux. Ça va nous permettre de changer vraiment dans notre manière de comprendre nos propres émotions, ce qu'il y a derrière, et donc de communiquer. Oui. Et de réactiver cet amour aussi et par rapport à nos enfants parce que ça pollue le fait de juger. Finalement, en se Voilà. disant oh là là, ils cherchent, on oublie que finalement l'important c'est la sécurité et le lien affectif. En fait, ces jugements nous empêchent de nous connecter à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire j'ai envie de coopérer. Et l'enfant ne demande que ça d'ailleurs également, coopérer avec son parent, parce qu'il a besoin de son. Absolument. Alors, passons à la dernière alternative. Reposer le cadre. Message-jeu d'affirmation. Qu'est-ce que le message-jeu d'affirmation? C'est ce qui va nous permettre effectivement de dire à l'enfant quand il a un comportement qui ne nous va pas, ou de poser des limites, des cadres, mais de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire précisément sans le juger, sans le mettre dans une posture d'humiliation. Euh, et ça, on va le faire parce que on va utiliser les trois ingrédients du messageux que je viens de citer, parce que c'est ce qu'on ressort de la dépollution. Euh, les trois ingrédients du messageux qui sont les faits, ce que je ressens face à ces faits, Mhm. et les conséquences concrètes des faits, donc du comportement qui me pose un problème. Et ces trois éléments-là vont permettre d'être précis, crédible, vrai, et vont permettre du coup à l'enfant d'entendre euh, que je pose là une limite, mais tout à fait audible parce que je n'entame pas son estime de lui-même, euh, ni, euh, euh, ni son identité. Alors, voyons un exemple pour cette dernière alternative. Donc, reposer le cadre message-jeu d'affirmation. J'arrive dans le salon et mon enfant a laissé éparpiller tous ses jouets. Comment je fais pour m'affirmer et surtout pour pouvoir coopérer avec l'enfant de cette manière-là, au mieux, justement, en utilisant euh, non pas les punitions, justement, mais cette communication. Donc ici, pour s'affirmer, on va utiliser donc le message-jeu d'affirmation et on va lui dire, Jean, tu as laissé
tes affaires de sport étalées sur le canapé, tes affaires de cours sont étalées autour de la table basse, je n'y ai même plus accès. Je suis vraiment, vraiment contrariée. Voilà, Oui, donc je vais m'affirmer en utilisant ce messager en trois parties, où je redis les faits, je dis ce que je ressens, et j'ai dit les conséquences concrètes pour moi. oui, Et je fais tout ça sans utiliser de jugement, sans interprétation, sans généralisation, sans, voilà. Et du coup, il y a plus de chances que l'enfant m'entende. oui. Et quand on dit tu as laissé traîner, c'est pas un jugement? Si, effectivement. Donc, ça serait plutôt, tu as laissé tes affaires sur le canapé. Ça serait Voilà. encore plus propre. Il y a, on peut dire aussi, il y a sur le canapé tes affaires de sport, tes affaires de change d'hier, ton linge sale, et par terre tes affaires de cours. Du coup, je peux plus circuler autour du canapé, je peux même plus m'asseoir. Je suis vraiment contrariée. Oui. Pâle est excédé, hein, Nathalie, je le vois, hein. Il faudrait qu'on en Absolument. parle. Et mais c'est hyper, mais c'est hyper important, Jean-François, effectivement, qu'on incarne. On disait, qu'on incarne. On le disait tout à l'heure, qu'on incarne en fait un niveau d'énergie qui soit vraiment ce qu'on ressent. Il faut surtout Ouais. pas qu'on soit, sinon on sera désaligné. Même si les mots Hmm. expriment ce qu'on ressent, si d'un point de vue énergétique on est beaucoup plus en dessous ou beaucoup plus au-dessus, en fait, là encore, ça va envoyer un message distordu à l'enfant qui du coup ne l'entendra pas, ou Oui, moins bien, ou va se rendre compte qu'il y a oui, un tout à espace. fait. Très bien, nous avons vu les 6 alternatives. Je tiens à préciser une chose. Ces 6 alternatives sont combinables, c'est-à-dire qu'on peut les cumuler et on peut, on l'a vu, hein, comprendre le besoin derrière le comportement, limite c'est inhérent quasiment à toutes les approches, en tout cas ça serait idéal de pouvoir comprendre effectivement ce besoin. C'est quand même pas évident, hein, il faut s'entraîner pour connaître le besoin, mais on peut cumuler comme ça, donc modifier l'environnement, faire redescendre la pression, reposer le cadre, etc. Les effets de toutes ces alternatives, comme tu l'évoquais, et ça sera la conclusion je pense, c'est que nous n'allons pas imposer, nous n'allons pas conditionner l'autre, mais nous allons développer l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est précieux, parce que c'est ce dont nous avons besoin ensuite en tant qu'adultes responsables. Tu es d'accord avec ça? Absolument. Vive l'autodiscipline est tout l'enjeu, et c'est d'ailleurs le fil rouge du bouquin Éduquer sans punir de Thomas Gordon. C'est comment est-ce que on crée l'environnement qui permette à l'enfant de développer son autodiscipline, parce que on veut tous des enfants qui qui soient agréables à vivre, qui aient toutes les chances de réussir dans la vie, qui sachent s'adapter aux contraintes qui sont celles de la société et de leur environnement. Et le meilleur moyen de ça, c'est qu'ils développent leur autodiscipline, et c'est notre job de parents de leur permettre de le faire au plus tôt. C'est extraordinaire de voir combien les enfants sont capables d'intégrer absolument euh, cette capacité-là d'autodiscipline, pour peu qu'on les accompagne progressivement sur ce chemin. Et les punitions sont donc quelque part déresponsabilisantes, c'est-à-dire qu'en fait, Complètement. quand l'autorité qui punit n'est pas là, eh bien en fait, la personne n'est pas obligée de se conformer au comportement qu'on lui réclame, qu'on lui demande. Euh, les punitions sont, dans 99% des cas, totalement déresponsabilisantes et cassent l'autodiscipline de l'enfant. Oui. Et C'est clair et aussi, net. en termes d'efficacité, tu as beaucoup employé ce terme d'efficacité, et c'est aussi le feedback qui est important vis-à-vis du parent, c'est pour ça que c'est bien d'avoir commencé par cela, se dire, mais en fait, combien de fois je punis pour la même chose? Et ça, c'est vraiment un indicateur de cette efficacité dans le comportement, et ça peut nous inviter à se dire, ben voilà, je décide de faire autrement, et je vais tester ceci, je vais avoir une autre approche, et je vais développer cette écoute. Génial. Et quand on change, il faut aussi s'offrir la possibilité de dire à l'enfant, jusqu'à maintenant j'ai fait comme ça, je vois que ça fonctionne pas bien, j'ai envie de tester autre chose. Qu'est-ce que t'en dis? Voilà, on peut être dans Oui, la transparence de ça, et aussi dans l'explicitation que nous ne sommes pas parfaits, de même que eux ne le sont pas, et qu'on cherche absolument des moyens pour que ça fonctionne bien. oui, et que tout le monde se sente mieux Ben aussi, oui, du coup. absolument. Parfait, merci beaucoup Nathalie. À très Merci bientôt. On va Jean-François. pas en dire plus, mais à très bientôt. L'outil sera en téléchargement, donc je donnerai toutes les indications par la suite. Et vraiment, merci parce qu'on n'a pas abordé le sujet de la scolarité et je pense qu'il y aurait à faire un véritable
un contenu complet sur le sujet. Mais ce que nous avons dit ici, sur les punitions dans le cadre familial, si on veut, est aussi valable, bien entendu, dans le domaine scolaire. Mais nous y reviendrons. Merci encore, à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt.